Bonjour Margarita. Bonjour David. Écoute, je suis super content de te recevoir sur ce podcast. J'avais déjà reçu Mikim il y a peut-être de ça un an, donc ça va être l'occasion de voir un petit peu les évolutions qu'il y a eu depuis chez Weborama, et puis aussi de recueillir un petit peu ta vision de l'évolution de la publicité, de la data, du ciblage, de toutes les transformations qui sont à l'œuvre actuellement dans notre industrie. Mais avant de parler de tout ça, je te propose déjà de te présenter. Avec plaisir, je suis Margarita Zlatkova, directrice data et programmatique chez Weborama. Je dirige le trading desk de Weborama qui a la belle charge de gérer et optimiser des campagnes programmatiques avec une particularité sur le marché, c'est de travailler avec du 100% data, donc des campagnes basées exclusivement sur les données et sur les audiences, ce qui est assez spécifique, et travailler sur des bases de données propriétaires de Weborama. Je suis également un membre actif de l'Alliance digitale et co-leader du groupe Mesure, qui a beaucoup de challenges en ce moment devant soi. Bah oui, oui, on va y revenir. Qu'est-ce qui t'a donné envie initialement de travailler dans la pub? Alors j'ai un parcours assez atypique parce que je suis juriste de formation Ah, et j'ai travaillé pendant quelques années en tant que juriste d'entreprise, rien et à voir. l'agence web, rien à voir, strictement rien à voir. Et l'agence web dans laquelle je travaillais a ouvert un département monétisation d'espace publicitaire web, donc ce qu'on appelait à l'époque un ad network. Et vu qu'en tant que juriste, j'avais pas un travail, une charge de travail extrêmement énorme, je me suis passionnée petit à petit pour ce milieu-là, et j'ai commencé à donner des coups de main en cas de charge élevée. Et petit à petit, je suis complètement tombée dans ce milieu. Et étant donné les challenges qu'on a devant nous et que c'est un métier qui change régulièrement, qu'on s'ennuie pas, bah, du coup, j'y suis restée depuis. Ouais, j'ai l'habitude de dire que 3 mois dans la pub, ça équivaut à 3 ans dans n'importe quel autre business. Donc, il y a toujours de nouveaux défis. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de ce podcast, d'essayer d'anticiper un petit peu quelles sont les tendances de demain, en discutant avec les différents acteurs, que ce soit des agences, des ad tech, des médias. Et en ce sens, tu as parfaitement ta place parmi les invités de Brain Story. Donc, je te remercie encore une fois de nous faire profiter de ta vision, de tes connaissances et de ton expérience. Tu disais que Weborama avait la spécificité, notamment via son trading desk, d'être 100% basé sur la data. Euh, En réalité, si on regarde un peu l'histoire de la publicité, de la programmatique, on est quand même passé d'une ère où on était à fond sur le mass média, sur la TV, etc., où les budgets ont de plus en plus transité vers le digital, justement parce qu'il y avait de la data, parce qu'on pouvait faire du ciblage hyper précis. Et on va en reparler, mais tout ça est en train de potentiellement se transformer. Peut-être pour certains, certains le voient comme un retour en arrière, d'autres le voient comme une nouvelle opportunité d'innover. Mais avant de parler de tout ça, quel est le rôle, selon toi, quel est l'avantage d'avoir des campagnes 100% data-drivées? Alors moi, j'en vois plusieurs, et je suis très, très sincèrement ravie de pouvoir évoluer dans ce milieu-là, parce que je vois une différence entre les trading desks précédents dans lesquels j'ai travaillé, qui n'avaient pas de data propriétaire, et où aujourd'hui, la différence de campagne que l'on peut faire en possibilité. La première est très importante, c'est l'efficacité de l'utilisation du budget média de l'annonceur. Quand on fait du mass média, comme tu disais, donc on peut très bien cibler la France entière et attendre de voir les gens qui réagissent, mais ça veut dire une grande partie du budget de l'annonceur dépensé pour rien. Donc il y a le premier avantage que moi je vois, c'est un retour sur investissement. C'est-à-dire de travailler en amont la cible. La manière dont nous on va le faire, c'est qu'en fait tout brief de l'annonceur, toute campagne signée va se transformer d'abord en segments de data. Donc on va en créer un très grand nombre de segments data, de plus en plus granulaires, dans le maximum de granularité dans lequel on puisse aller, ce qui nous permet en fait d'être très réactif quand on lance le budget de la campagne, et avec les premiers learnings déjà, de commencer à orienter les budgets là où la cible est la plus attractive, là elle répond mieux à la campagne, et là où elle est la plus intéressée par cet annonceur-là, ce qui mathématiquement en fait baisse le nombre d'impressions inutiles et oriente le budget vers plus d'efficacité. Ça, c'est vraiment le gros avantage que moi je vois dans les données. Il y a aussi la gestion du dépit publicitaire, parce que plus on cible des personnes qui sont intéressées par une marque et qui ont un potentiel ou qui ont un projet dans lequel la marque s'insère, une réflexion, bah, moins on crée du dépit publicitaire. Après, effectivement, aussi gérer la fréquence et éviter de les surcharger, de trop les exposer. Et il y a un dernier avantage
que nous, mais gérait depuis un petit moment chez Weborama, mais qui a pris une importance sur le marché que depuis 2 ans, c'est l'empreinte carbone. Mieux on cible une campagne, moins on génère d'impressions inutiles et moins on a d'empreinte carbone, ou en tout cas on peut l'optimiser beaucoup mieux et moins charger effectivement aussi l'environnement avec la publicité digitale parce que selon les dernières statistiques, elle prend une place quand même très très importante euh, dans les émissions de gaz à effet de serre si on regarde au global les industries qui sont contributrices. Ouais, j'en parlais avec Guillaume Grimbert de Greenbids qui disait qu'un truc comme 96% des bids étaient perdus justement pour tous les problèmes qu'il peut y avoir le long de la chaîne. Moi, je partage complètement ton avis. J'ai pas compris cette guerre qu'on a fait à la publicité ciblée parce que de mon point de vue, elle est beaucoup plus éthique et beaucoup plus économe, à la fois pour l'environnement, tu l'as dit, par rapport aux ressources serveurs, etc., à la fois en termes d'efficacité pour la marque, mais même en termes de satisfaction, d'expérience utilisateur pour l'utilisateur final à 2 niveaux. D'une part, parce que les médias peuvent ainsi potentiellement mettre moins de publicité. Elles sont plus ciblées, plus performantes et donc en mettre moins, donc moins dégrader l'expérience utilisateur. Et en plus de ça, moi, en tant qu'utilisateur, je préfère avoir une pub pour un produit qui potentiellement me parle. D'ailleurs, j'ai découvert des marques merveilleuses grâce à ça, que des choses qui sont absolument pas dans mes centres d'intérêt ou dans mon niveau de vie aujourd'hui. Après, peut-être qu'il y a quand même une limite qui est que du coup, tu es limité à la data que tu as. Donc, en termes de reach, il y a des gens que tu pourras jamais toucher et adresser. Exactement. Ça, c'était assez valable pour le cookie. Dans notre monde cookieless, la donne change un petit peu. Mais effectivement, quand on parle de cookies tiers, effectivement, on est limité à la cible qu'on connaît et au stock de cookies que l'on a. On a toujours eu la chance chez Weborama d'avoir parmi les bases les plus volumiques en Europe, donc on n'a pas vraiment ressenti ce problème-là. Mais sur des cibles de niche, la question se pose très vite. Quand on a besoin de cibler en B2B juste les responsables des achats, très vite on se retrouve avec une cible très précise ou quand on cherche les mamans avec plus de 2 enfants qui allaitent et qui maintenant ont des enfants qui ont des problèmes et plus on y rajoute et plus on se retrouve dans des cibles restreintes. Oui, effectivement, c'est le cas. Le cookie-less nous donne quand même une chance, surtout avec le ciblage contextuel, de sortir de cette problématique-là. Parce que n'étant plus limité à l'individu, mais se concentrant beaucoup plus sur la page, c'est-à-dire sur l'analyse de la page, sur le contexte, on a accès à 100% de l'inventaire. Donc on n'est plus du tout limité à ce qu'on connaissait avant et on a une connaissance beaucoup plus large également aussi et on est plus respectueux des utilisateurs parce qu'on n'a plus de connaissance de l'utilisateur, mais on a une connaissance de la page qu'il a visitée et c'est par rapport à cette page-là qu'on peut déduire ses centres d'intérêt, ses moments de vie et être dans de la publicité ciblée sans pour autant rentrer dans la vie privée des gens, sans pour autant rester dans ce qu'on a avec le cookie tiers qui est suivre à la trace une personne et la faire poursuivre par le même frigo pendant la caricature qu'on prend toujours dans notre marché, c'est se faire poursuivre par le même frigo pendant des mois. Justement, ça évite ce type d'encombrement. Est-ce que tu as pas l'impression que c'est quand même un retour en arrière? Tu vois, au début du digital, justement, on ciblait potentiellement les inventaires via des verticales qui étaient identifiées. On se disait, bah tiens, ça c'est un site automobile, il adresse des affinités à auto qui ont potentiellement tel goût, qui sont majoritairement peut-être des hommes entre tel âge et tel âge. Enfin voilà, donc on faisait du ciblage comme ça, qui en réalité était plutôt basé sur l'intelligence sociale, l'intelligence humaine, la connaissance humaine que sur de la technologie et de la data. Est-ce que tu as l'impression qu'on revient un petit peu à cette ère-là, même si on a utilisé de nouveaux mots pour que ça soit un petit peu plus glamour, tels que contextuel, sémantique, etc. Non, pas du tout. Au contraire, moi je trouve que les technologies de ciblage contextuel ont évolué extrêmement bien dans les 5 dernières années et surtout dans le bon sens. On est sorti de l'ère, même s'il y a encore des technologies qui sont basées sur ce principe-là, mais on est sorti de l'ère de ciblage contextuel par thématique de site justement ou par mots-clés. Parce que le gros désavantage des mots-clés, alors le gros désavantage des thématiques, on le connaît tous, c'est qu'on fait une supposition particulièrement humaine qui n'a probablement rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas parce que je lis Auto Plus une fois de temps en temps que j'ai l'envie d'acheter un véhicule. Et le problème des mots-clés c'est surtout le fait que en se basant sur les mots-clés les plus fréquents dans un texte, on n'a pas le contexte derrière. Donc le mot énergie est le plus présent dans un texte, je mets ça dans un segment énergie et je le propose à EDF alors que 70% de personnes dans ce segment-là sont intéressées par l'énergie physiologique, c'est-à-dire ils sont par exemple
dans un manque d'énergie parce que l'été vient d'arriver, parce qu'il fait très chaud, parce qu'on est tous à bas régime. L'avantage justement de la sémantique, et la sémantique est une évolution, j'ai voulu dire plusieurs mots en même temps, une évolution particulièrement intéressante pour moi, parce que les algorithmes d'apprentissage, en fait, de compréhension du langage humain, essayent justement de faire ça, de comprendre le texte à la manière d'un humain. Donc, qu'est-ce qu'un humain comprendrait de ce texte-là en sens contexte? Quel est le contexte? Certes, le mot énergie est le plus présent dans le texte, mais en fait, finalement, on parle de quelles sont les meilleures manières de booster son organisme au printemps. Et ça n'a strictement rien à voir. Et donc, du coup, je ne vais pas m'orienter vers le même annonceur. Et cette sophistication-là, elle continue, en fait, les algorithmes continuent à se développer. Et cette sophistication-là, elle permet d'être très précis dans le ciblage, de pouvoir modéliser des moments de vie, des événements importants dans la vie des consommateurs, des, des affinités de marque, également aussi des centres d'intérêt, des intentions d'achat. Donc on peut aller très très loin dans ce domaine-là, et grâce à des scorings justement de ces pages-là, scoring euh, du contenu des pages, ben, on a des précisions plus ou moins importantes. Et donc on peut savoir qu'une page, que les internautes qui passent par une page qui parle 100% d'assurance sont très affinitaires par rapport au sujet et ont une recherche réellement de contrats d'assurance, ou de savoir qu'à l'affinité est un peu moindre et que les gens se renseignent juste, mais n'ont pas une intention réellement poussée. Donc ces scores associés en fait au contenu des pages nous emmènent à des technologies de ciblage aussi fortes et aussi précises que ce qu'on avait avec les cookies. Et on a cette expérience-là chez Weborama. Je peux t'en donner un petit peu parce qu'on en fait depuis août 2020, on fait des campagnes en réel en fait avec des annonceurs, et on a quelques annonceurs avec lesquels on a démarré au tout début qui, après un an de contextuel et de cookies, sont passés en 100% contextuel en acquisition. Ok. On a d'autres chez lesquels là aujourd'hui le contextuel représente un peu plus de 50%, avec des résultats qui sont meilleurs que ceux des cookies, avec une exposition, une fréquence d'exposition des internautes 2 à 3 fois moindre que celle qu'on fait avec les cookies. Parce qu'effectivement, avec les cookies, on se limite au bassin qu'on connaît. Donc, au bout d'un moment, pour voir de meilleures performances, on surexpose et on continue à exposer les mêmes utilisateurs. Alors que le contextuel, en fait, est naturellement beaucoup plus riche en volume, en Hmm. reach, et donc avec une exposition naturelle beaucoup moindre. Donc non, moi je pense pas que c'est un retour en arrière. Je pense qu'au contraire, c'est une très belle évolution, respectueuse de la vie privée et en même temps précise dans le ciblage. Et on a le ciblage que tu as dû suivre, qui est un ciblage contextuel également aussi sur la base de panel, qui là du coup, là où le ciblage sémantique a plutôt le où se trouvent les utilisateurs, va venir avec une vision du qui. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des panels qui vont leur donner le profil des gens, la composition du foyer, les données sociodémographiques. Et après, on va aller rechercher en fait les sites sur lesquels il y a une surreprésentation de ces personnes-là. Et à partir de là, en fait, créer du ciblage contextuel. Et pour la petite histoire, on a récemment lancé une offre commune avec un autre partenaire sur le marché qui s'appelle Implicit, justement dans cette optique-là, en enrichissant mutuellement nos données, Implicit venant avec le qui sont les utilisateurs, leur profil, et nous, chez Weborama, venant avec le où ou le quoi, et donc en fait en donnant une vision complète des utilisateurs, tout en restant en 100% cookieless, donc en complet respect de la vie privée des internautes. C'est intéressant d'avoir quelqu'un de haut placé dans une boîte qui s'est construite 100% avec la data, donc du cookie, etc. Dire, ok, bah, on teste depuis 2020 des campagnes contextuelles, sémantiques, et elles sont plus performantes. Et du coup, moi, je vois ça comme une opportunité et pas comme un retour en arrière. Et d'ailleurs, quiconque en fait douterait de ça, et notamment de la capacité des algorithmes à comprendre le sujet, l'intérêt d'un article, devrait utiliser ChatGPT. Parce que quand tu utilises ChatGPT, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, les modèles comme ça de langage sont capables de comprendre de façon extrêmement précise des demandes, même formulées de façon diverses et variées, et d'en extraire vraiment les key points saillants et les choses les plus importantes. Donc ça m'étonne pas. J'aimerais donc effectivement implicite Laurent Nicolas, pardon. Je l'ai reçu aussi sur ce podcast, donc je renvoie à l'épisode qu'on a enregistré ensemble. Comment est-ce que tu doubles ces données? Donc toi, tu vas savoir que telle page, par exemple, d'un site est potentiellement pertinente pour la campagne grâce à tes algos d'analyse sémantique.
et lui, il va encore refaire un split derrière en ayant des informations sur les utilisateurs qui le visitent pour afficher ou non la publicité? Alors en fait, ça sera plutôt à l'envers, c'est-à-dire que du côté d'Implicit, ils vont identifier effectivement les utilisateurs les plus intéressants, ils vont, de par le panel, et en fait aller regarder les domaines qu'ils vont visiter. Ok, Et du coup, nous, on va venir après aller analyser ces ok, domaines-là et du coup ressortir des URL, en fait, pour être très précis, donc les URL exactement des pages sur lesquelles ces personnes vont se retrouver et sur lesquelles on va avoir une surreprésentation. Donc en fait, ça sera pas deux sets de données séparés qu'on va mettre dans une campagne publicitaire. En fait, on va mutuellement enrichir notre data ensemble pour combiner ces deux approches et avoir du coup un ciblage qui va ensemble à être beaucoup plus précis. Et effectivement, on a eu beaucoup cette question-là au début. Quand on a lancé ce partenariat, la première question, les premières questions, mais tout le monde nous a posé cette question-là, c'est pourquoi vous êtes concurrents? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Et en fait, nous, on se voyait pas comme concurrents. On travaille avec Laurent Nicolas et justement le co-lead du groupe Mesure avec moi au sein de l'Alliance Digitale. Et on discute énormément sur ces thématiques-là. Et nous, on est arrivés ensemble très vite à la conclusion qu'on était complémentaires. Et on était très conscients qu'il fallait pas mettre nos technos en concurrence parce c'est comparer des choux et des carottes. Et on ne peut pas demander aux deux technos d'avoir un résultat comparable. On ne peut pas se dire cette techno est meilleure que l'autre hmm, parce qu'elles ne sont pas identiques. D'où effectivement l'idée de ce partenariat, c'est de se dire il faut qu'on explique au marché que contextuel et contextuel ne sont pas la même chose et que contextuel et contextuel peuvent être compatibles ensemble et complémentaires et apporter une valeur complémentaire aux marques et aux agences au bien final. sûr. Ça évite aussi de tester 3 millions de solutions et de jamais se dire ah ben, laquelle fonctionne le mieux. C'est de se dire bah, j'ai tout en un en même temps. Et de répondre à l'approche faisait beaucoup et qu'on fait toujours au contextuel, c'est bah, très bien, mais vous n'avez pas de socio-démo. Alors que moi, mon annonceur, ce qu'il me demande, certes, c'est de cibler des intérêts, des moments de vie, mais il veut aussi du socio-démo. Bien Donc, sûr. c'est une manière de combiner les deux. Donc, implicite, grâce à ces données de panel, te sort un cadre de diffusion, en gros, qui prend en compte justement ces données socio-démo et les objectifs de cible. Et puis toi, tu rajoutes le contextuel, le sémantique derrière pour aller identifier les pages au sein de ces médias les plus pertinentes pour la marque que tu représentes. Exactement. Et dans cette équation, à quoi servent la Privacy Sandbox, les ID, etc. Est-ce que tu peux défricher un petit peu tout ça? Est-ce que c'est d'autres outils dans ta boîte à outils ou est-ce que c'est des technotières que tu as jugées moins intéressantes et qui n'ont pas lieu d'être dans les stratégies de Weborama? Alors, la boîte à outils, elle est assez complète et tu as bien raison. Juste le ciblage contextuel, effectivement, n'est pas suffisant pour tous les cas d'usage. L'avantage des cookies tiers était de pouvoir répondre à tous les cas d'usage du marché. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de l'acquisition, on pouvait faire du branding, on pouvait faire de la conversion, de la vente ou du lead, et tout ça avec le même outil qui pouvait suivre tout au long de la chaîne. Le fait de les voir disparaître fait disparaître aussi cette unité de la chaîne. C'est-à-dire qu'on Hmm, n'a plus du tout la même méthode qui nous permet de suivre le même internaute sur tout son chemin, de le hmm. suivre à la trace. Et donc, on est obligé de composer avec une boîte à outils un peu plus diversifiée. Et effectivement, la Privacy Sandbox a été la réponse de Google à la disparition des cookies en disant on va les supprimer, mais en face, on va vous donner des outils. Et les API qui les composent ont chacun en fait un rôle différent dans la chaîne de valeur. Typiquement, l'API Topics va répondre plutôt à des problématiques d'acquisition, à des problématiques de branding, de notoriété, parce que en fait, Chrome va catégoriser effectivement les pages visitées par les internautes, les sites visités par les internautes, va les mettre dans de grosses catégories IAB et à partir de là, va permettre de cibler les personnes qui passent par ce type de site. Typiquement, bah, je suis Volkswagen, je pourrais aller choisir les personnes qui ont un topics sur leur navigateur Chrome qui est automobile. Néanmoins, les topics sont assez génériques pour l'instant. Donc juste la catégorie automobile, ça me fait penser un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Ben, on revient en arrière et on va aller targeter la thématique du site. Le gros avantage de Google, c'est qu'en fait, cet écosystème-là, il est ouvert et il permet aux adtech comme Weborama de venir préciser les topics, de venir apporter une connaissance beaucoup plus fine et typiquement de prendre le topics automobile, de le transposer sur la data Weborama et de dire, bah,
parmi en fait les gens qui sont dans ce topics automobile, leur profil comparé à leur navigation qu'on connaît sur le ciblage contextuel sémantique, c'est ceci, et il y a beaucoup plus de finesse derrière, et donc en fait il y a la place pour toutes les ad tech innovantes de venir compléter les topics et d'aller beaucoup plus loin en apportant leur propre savoir-faire. Il y a effectivement également aussi l'API de Fledge, qui est parmi ceux qui sont assez importants dans la petite boîte à outils dont tu parles. Donc maintenant, ça s'appelle Protected Audience. Ça a changé de nom très récemment. Donc cette API-là, elle répond au cas d'usage du retargeting. Et particulièrement important pour les annonceurs qui vont faire des campagnes de fidélisation ou retrouver ou du cross-sell, du upsell, du cross-sell. Et là également aussi, ce process-là, il va être transposé au niveau du navigateur, c'est-à-dire que l'annonceur va fournir sa first party data, ses first party cookies à Chrome, qui lui va se charger de targeter effectivement les personnes concernées. Et le dernier, non moindre pour moi, qui est important, même si c'est pas notre discussion d'aujourd'hui, mais je pense que c'est un point important, c'est la mesure, de laquelle on parle beaucoup moins, mais qui est encore plus importante que le ciblage à mon avis. C'est les API de mesure qui, de manière agrégée, alors on n'aura plus des informations sur l'individu, plus d'informations sur le chemin de conversion, etc. Mais on va avoir des informations agrégées sur la manière dont la campagne fonctionne. Et moi spécifiquement, et nos annonceurs avec lesquels on travaille, ça m'intéresse beaucoup de savoir si toutes les actions marketing que j'ai faites ont produit un résultat final ou pas. Et ça, c'est très important. Donc, effectivement, dans ma boîte à outils, la Privacy Sandbox va y figurer avec une place importante, en complémentarité avec le contextuel sémantique. Pareil pour les identifiants universels. Pendant très longtemps, ils ont été pressentis comme l'héritier principal des cookies tiers, en disant d'accord, on n'aura plus de cookies tiers, mais les identifiants universels étant basés sur des données personnelles, une adresse email, un numéro de téléphone, vont me permettre d'identifier non plus une machine comme les cookies, non plus un navigateur, mais un individu. Donc je vais avoir un ciblage encore plus précis. Certes, c'est une de leurs capacités. Néanmoins, être basé sur des données personnelles, forcément rentre dans le domaine de RGPD, donc on demande un consentement. Donc, ce qui fait que le pourcentage en fait de personnes, de consommateurs qui ont un identifiant unique n'est pas si élevé aujourd'hui à ce stade-là. Donc, on n'est pas encore dans le fait, oui, ils vont remplacer les cookies tiers et probablement jamais, parce qu'on est tous conscients que donner un consentement pour l'utilisation de ces données personnelles, on trouve ça tous intrusif et on n'a pas tellement envie. Et ça suppose aussi que les acteurs qui utilisent ces technos-là soient très précis dans l'usage, dans l'information de ce qu'on va en faire. Mais ils ont leurs avantages aussi, c'est de pouvoir faire du ciblage, du retargeting et de la mesure de manière très précise. Donc en fait, ils se retrouvent tous dans la boîte à outils. Il faut juste que chaque annonceur, chaque marque fasse un peu ses arbitrages par rapport à ses cas d'usage, par rapport à là où il y a besoin effectivement de mettre à l'accent dans ses activations, et surtout petit à petit de se construire une courbe d'expérience d'attribution des budgets à chacun de ces outils dans la boîte. Effectivement, tu parles de performance de ces nouveaux mobs de ciblage, mais il est intéressant de se demander selon quels critères, selon quel KPI. Sur des campagnes perf, c'est assez facile de le mesurer parce que tu peux calculer un ROI de façon directe, mais sur des campagnes d'awareness, de branding, c'est plus difficile. Et la mesure de viewability qui a été reine pendant plusieurs années est en train d'être de plus en plus remise en cause, en question, au profit d'une recherche peut-être illusoire de la mesure de l'attention. À cet effet, d'ailleurs, j'ai enregistré récemment un épisode avec Clément d'IAS qui bosse sur une mesure justement d'attention qui prend en compte de nombreux facteurs, de nombreux critères. Il y a de l'eye tracking, il y a le fait de coupler justement de la viewability avec du VTR, etc. Enfin, ils utilisent plusieurs critères. Ça a l'air assez intéressant. Après, il y a toujours le problème du reach qu'il y a derrière, parce que quand tu crées un outil de mesure hyper précis, et ben peut-être qu'il te donne une super information, mais qu'en réalité, il est tellement difficile à remplir que tu n'es plus capable de diffuser ta campagne. Toi, tu m'as parlé d'un autre courant de pensée que je connais absolument pas. Donc, si tu peux m'en dire un peu plus, la réceptivité. Exactement. Alors, tu as tout à fait raison sur l'attention. En fait, son émergence est aussi due beaucoup au cookieless, au fait de se dire, d'accord, demain, on continuera toujours à mesurer des clics, des impressions, de la visibilité,
Mais alors le reste, qu'est-ce qu'on en fait sans cookies? Et le marché s'est vite posé cette question-là en se disant, est-ce que la visibilité finalement peut devenir un KPI central? Et la réponse est typiquement non. Et on va être honnête avec nous-mêmes. On sait que les éditeurs connaissent très bien la problématique de la visibilité et sont capables de créer des emplacements qui sont spécifiquement faits pour ça. Ils sont visibles, ils sont bien positionnés dans la page, mais est-ce que pour autant, ils créent quelque chose derrière? Et c'est là où la mesure de l'attention est venue pour dire, au-delà effectivement de fait une publicité a été vue ou a été visible, est-ce qu'elle a créé de la mémorisation? Est-ce qu'elle a eu un impact sur l'utilisateur? Mais on a euh, la même, la même préoccupation ici, c'est de se dire, d'accord, l'attention m'a montré que l'internaute était attentif à ma marque. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que marketeur, c'est de savoir si ça sera suivi par une vente, si ça sera suivi par une considération dans l'acte d'achat. Et la réceptivité, c'est un concept tout à fait nouveau. Il y a très très peu d'adtech qui se penchent encore sur ce sujet-là, mais ça commence à émerger, notamment aux États-Unis ou au Canada. C'est de se dire, on va essayer d'aller au-delà et d'aller savoir si une fois que l'attention a été captée, il y a eu une considération pour entrer dans un acte d'achat. Est-ce que cet internaute-là a considéré ma marque pour quand il passera en magasin ou en grande surface la prochaine fois, est-ce que ça va capter? Donc ça passe par la mémorisation, effectivement. Le fait de savoir si la marque a été mémorisée, si le spot a été mémorisé, et aussi est-ce qu'il a créé de la considération. Alors pour l'instant, c'est des modèles assez nouveaux qui sont en train d'être éprouvés. C'est beaucoup de modélisation également aussi. On prend en compte, en plus de tout l'environnement, effectivement, de la page elle-même, comme le fait la mesure de l'attention. On prend aussi le positionnement de la marque sur le marché, on prend la, sa, sa notoriété, on prend d'autres facteurs, effectivement aussi, plus le parcours de l'utilisateur jusqu'au bout sur le site de la marque. Donc c'est très très nouveau. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler probablement dans les mois qui suivent et l'année prochaine comme une des prochaines étapes probablement de développement des KPI de la publicité digitale. Justement, tu parles des prochaines années. Comment est-ce que tu vois un peu l'avenir de la publicité? Probablement tumultueux, encore quelques années, le temps de trouver un équilibre comme ça se passe, mais globalement, depuis que moi je travaille dans la publicité, c'est à peu près ça. Il y a 3-4 années de calme, il y a un gros événement qui se passe et après on travaille sur beaucoup d'innovations pour retrouver l'équilibre qui est encore bousculé par un autre événement. Je pense que ça va être des années d'intense innovation. Moi, je vois ça comme l'opportunité justement de réinventer ce marché. On a malheureusement abusé largement du cookie, malheureusement. Je dis ça malheureusement parce que c'est un outil formidable qui pour moi reste quand même pouvait rester respectueux de la vie privée et tout en ayant de très bons résultats. Mais c'est l'occasion justement de se réinventer dans un monde un peu plus vertueux dans lequel on respecte le consommateur, on respecte ses besoins et en même temps on est dans le ciblage affinitaire, dans du ciblage personnalisé et en ayant la possibilité de gérer les deux. Je pense qu'on va avoir un gros travail sur la mesure dans les années qui viennent. Ça commence déjà à s'orienter. On voit déjà l'émergence de vieux modèles qu'on avait relégués un peu en se disant c'est pour les grosses boîtes qui ont énormément de data, qui sont très lentes à produire des résultats comme le MMM par exemple, toutes les études économétriques, toutes les études d'incrémentalité. On les voit arriver et on les voit arriver un peu comme le ciblage contextuel avec beaucoup d'innovation. Ça devient des outils quasiment de pilotage, si ce n'est au temps réel, au quotidien pour les marques. On voit se réinventer aussi la mesure qui, disons-le, n'a jamais été parfaite, mais on avait quand même ce mythe-là du parcours utilisateur complet et de pouvoir suivre les utilisateurs. Et ça, il va falloir qu'on retrouve en fait une manière d'avoir du ciblage, certes, on en a parlé et ça, je pense qu'on l'a trouvé. Je pense que là-dedans, on est plutôt bien avancé. Et maintenant, il faut rentrer dans le fast test, notamment la Privacy Sandbox arrive en test là en réel à partir du 1er juillet. Mais je pense qu'il va falloir travailler beaucoup sur la mesure et travailler beaucoup sur le parcours, sur l'attribution, sur la contribution des leviers pour pouvoir retrouver l'efficacité média.
Mmh. Justement pour ne pas revenir à l'âge de pierre où l'annonceur, il mettait toutes ses billes dans la télé parce que le GRP, à la limite, on le connaît et on sait à peu près mesurer. Il va falloir faire le deuil du fait que le digital, ça sera plus du tout mesuré, tout sûr, tout compris, mais qui va trouver des équivalents au GRP ou des équivalents qui vont nous permettre d'avoir une vision qui permet de se dire tel canal intervient après tel canal a Mmh. une importance, tel canal contribue et au final pouvoir dispatcher son budget média. Donc je pense que oui, l'avenir de la publicité va continuer à être dans les prochaines années assez concentré sur beaucoup sur la mesure et sur les nouveaux outils qui arrivent pour aider, notamment les data clean rooms qui commencent à devenir des outils très centraux dans, dans la convergence de toutes ces données. Mmh. On avait beaucoup de données jusqu'à présent. Le fait de multiplier les manières de cibler, de multiplier les technologies de mesure, parce que disparition de cookies veut dire aussi plus de mesures uniques, donc plusieurs technos, plusieurs méthodologies ensemble. Ça va encore plus éclater en fait nos data. On va en avoir plus de data éclatées. Il faut trouver des moyens de les faire converger pour les comprendre. Et les data clean rooms, typiquement, là, pour l'instant, se dégagent comme une des possibilités de le faire, même si c'est rien de nouveau, hein. Les data clean rooms ont commencé à en parler déjà en 2017-2018, en relation avec la big data, en relation avec le fait de la transformer en smart data. Je pense que oui, les prochaines années vont tourner beaucoup autour de ces évolutions-là. On aura peut-être plus d'évolutions que de réelles innovations, mais on va avoir besoin de passer par ces étapes-là. Et bien sûr, ChatGPT, tu en parlais tout à l'heure. ChatGPT, je pense que ça va arriver, pas que ChatGPT, l'IA générative, Bien que ce sûr. soit au niveau de la créa ou au niveau, là pour l'instant, on en parle beaucoup au niveau de la créa, mais moi j'y vois une évolution aussi au niveau de la manière dont on fait de la publicité, notamment de l'analyse des résultats, notamment de la création peut-être de schémas de media planning ou d'audience planning un peu différents avec l'aide justement de l'IA qui va avoir une capacité d'aide à la décision. Après, un petit bémol, faut pas qu'on laisse l'IA décider de tout parce que je pense qu'on enlèvera le biais humain qui est de comprendre ses consommateurs et de comprendre qui ils sont réellement derrière et leurs besoins. Après Mais oui. Après, l'IA est peut-être justement, la solution au problème que tu soulevais, qui était, de réussir à réconcilier, une pléthore d'options de ciblage, de mesures, mais aussi de supports de diffusion. Parce que, dans des plans omnicanaux où tu peux suivre l'utilisateur tout au long de son chemin, tu peux le toucher, dans sa voiture, mais aussi sur YouTube, sur les nouveaux modes de consommation TV, dans des jeux vidéo, dans des métaverses et cetera. Enfin, sur des affiches avec du DOH, sur du print. Il y a vraiment tellement d'options aujourd'hui que tu peux vraiment devenir un architecte de plans médias extrêmement complexes. Mais cette complexité amène aussi beaucoup de nouveaux challenges. Et comme tu disais, une pléthore de data, c'est super d'avoir de la data, mais comment est-ce que tu la réconcilies pour pouvoir la transformer, ne serait-ce que pour pouvoir calculer les gains incrémentaux de chiffre d'affaires que ça génère. Tu vois, j'ai enregistré il n'y a pas longtemps un podcast avec le directeur média, achat média d'Intermarché. Et ben justement, il a travaillé sur des modélisations pour pouvoir montrer au directeur d'Intermarché combien est-ce que tel support rapporte de chiffre d'affaires incrémental. Mais c'est aussi des données qui sont importantes parce que c'est ça qui va driver derrière les budgets et les investissements publicitaires qui seront consentis. Et justement, si toi, tu te places du côté de la marque, donc tu passes ton temps à répondre à des briefs et à essayer d'obtenir de la performance dans tes campagnes, est-ce qu'il y a des supports, des formats, des choses qui t'enthousiasment? Ça serait quoi un peu ton plan média idéal? Quelque chose sur lequel tu irais absolument parce que ça t'enthousiasme. Tu trouves que ça te parle et que c'est génial et qu'on devrait plus en parler. Mais si j'avais ce budget-là et la capacité aussi de le dépenser sans être pressée par du ROI et par du ROS et regarder les résultats, j'irais vraiment tester justement tous ces nouveaux environnements, à commencer par des environnements comme Netflix, Disney+, Mmh. ne serait-ce qu'à la SVOD parce que c'est encore peu d'expérience qu'on a dessus et on a peu de visibilité sur réellement ce que la manière dont le consommateur accepte la publicité, la mémorisation au sein de ces environnements-là. Mais également aussi dans tous ces environnements, notamment in-game, dont on parle à beaucoup. Alors, effectivement, dans les jeux vidéo, d'un côté, mais surtout dans des espaces virtuels qui sont créés par une marque. Euh, typiquement, c'est des discussions qu'on a avec des clients aujourd'hui. C'est un nouveau moyen aussi de communiquer. Euh, typiquement, je travaille avec des annonceurs qui ont des besoins de recrutement sur des professions très très spécifiques qui sont peu connues par le grand public, qui recrutent des personnes après le bac.
Typiquement pour eux, si j'étais une marque comme ça, j'irais créer justement un espace virtuel dans lequel, par des petits jeux, par des petites vidéos, des animations, je montrerais l'intérêt de ces métiers-là et pourquoi il faut venir chez moi en tant que marque employeur, quelles sont mes valeurs. C'est des choses qu'on a du mal à faire passer au travers d'une bannière ou même d'une vidéo, ou qu'on a la possibilité de passer même au travers d'un site web qui reste assez statique. Là, c'est des univers immersifs dans lesquels on peut aller faire des choses et j'adorerais faire une campagne de ce type-là, c'est-à-dire une campagne qui va amener du trafic sur ce type de- d'environnement. Et si on reste sur quelque chose de plus simple, moi, ce qui m'enthousiasme beaucoup en ce moment-là, c'est toutes les marques essayent de faire de la vidéo. La vidéo est devenue assez centrale dans tous les plans médias. Euh, Ce qui est intéressant, c'est toute la partie enrichissement et toute la partie effectivement vidéo un peu immersif, c'est-à-dire habiller son spot avec des valeurs de marque, avec des informations supplémentaires, de ne pas laisser la vidéo toute seule raconter l'histoire, mais d'apporter le storytelling en fait en plus. En rajoutant que ce soit des QR codes, en rajoutant des éléments complémentaires, ou ne serait-ce qu'en laissant l'internaute choisir en fait des bribes, des bouts de la manière dont il veut interagir avec la marque. En fait, je Mmh. trouve ça assez intéressant. En fait, d'entrer dans une interaction plus, plus engageante avec le consommateur. Je pense que une des problématiques de la publicité que l'on a créé, nous, les marketeurs, c'est d'abord l'usage extensif des cookies, c'est-à-dire de se faire poursuivre à pas le même produit pendant très longtemps, mais aussi d'avoir été, d'être un peu resté sur nos lauriers au niveau des créas. On est resté très longtemps avec nos bannières qui étaient la plus grande partie du temps statiques ou avec un peu d'animation. Euh, le display reste quand même aujourd'hui encore sur des bannières qui ne sont pas tellement interactives. Or, on peut le faire avec le rich media, on peut faire même des bannières display qui sont immersives, qui donnent envie aux consommateurs d'interagir avec la marque. Pour moi, la mémorisation d'une marque passe aussi par la manière dont elle s'exprime et l'effet visuel est particulièrement important. Donc j'aimerais bien, si j'étais une marque qui avait ce type de budget-là, j'aimerais bien tester tous ces environnements-là immersifs et beaucoup plus engageants. Non, t'as Euh, raison. Ouais, t'as raison. oui, Je trouve que la publicité, elle est très omnicanale. C'est-à-dire que tu donnes un message, la personne le reçoit, mais il y a pas d'interaction. Et ça me fait penser, tu vois, si tu regardes l'évolution du web, avant, tu avais des articles, etc. Et il n'y avait pas d'interaction possible. Puis petit à petit, il y a eu les champs commentaires, il y a eu les forums. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc, on a été de plus en plus vers de l'interaction. Et cette conversation, justement, entre la marque et les utilisateurs, qui est d'autant plus importante aujourd'hui alors que le lien physique est rompu parce qu'elle vend de moins en moins en magasin et de plus en plus en ligne, n'a pas été remplacé par un nouveau format, une nouvelle. Tu vois, et donc il y a des initiatives quand même comme Biop par exemple qui proposent un petit peu ce genre de choses, mais je rejoins tout à fait ce que tu dis et je trouve que voilà, il faudrait essayer de rétablir une forme de conversation au sein des formats publicitaires entre la personne qui émet le message, la marque qui émet le message et la personne qui le reçoit. mm. On commence à voir l'émergence de ce qu'on appelle les formats display conversationnels, c'est-à-dire qu'à l'intérieur en fait du format lui-même, on peut saisir des questions et on reçoit des réponses avec effectivement de chatbots. Mais ça reste encore cette particularité. C'est déjà une belle avancée, mais on peut aller au-delà, à mon avis, et rendre ça encore plus interactif. Donc ça me plairait assez bien, effectivement, si j'étais une grosse marque. Et on l'a bien compris, Weborama, qui pourtant était un dinosaure de la data, a réussi sa mue et semble hyper pointu sur les nouveaux sujets de ciblage. Tu l'as démontré tout au long de cet épisode. Si on veut bosser avec toi pour créer une campagne justement hyper performante dans ce nouveau monde cookieless, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Soit directement par LinkedIn, effectivement. Euh, je pense que c'est la manière la plus simple de me faire juste un message LinkedIn et je réponds avec un très très grand plaisir à tout le monde. Ou sinon, on peut contacter directement Weborama sur le site web. Derrière, on a une équipe formidable qui répond à toutes les requêtes et ce sera avec un grand plaisir. Je mettrai les liens de toute façon dans l'article lié. Il y a un prochain invité que tu aimerais entendre sur Brandstory? J'y ai réfléchi effectivement parce que tu as vu énormément de personnes de profils très différents et passionnantes. Et une personne a émergé dans mon esprit dessus, c'est Arthur Millet de l'Alliance Digitale, parce que je pense qu'il a une vision
assez complète sur le marché, sur toutes les innovations et l'Alliance digitale est tellement riche en groupes de travail, que je pense qu'il a des choses, assez passionnantes à raconter aux auditeurs. Effectivement, tu l'avais dit, tu m'as même mis en relation avec lui, donc merci beaucoup et donc j'espère qu'on pourra réaliser, cet épisode et puis peut-être, d'autres choses avec l'Alliance, digitale, d'ici la rentrée. Je te remercie, Margarita, c'était passionnant, très, très intéressant, à la fois technique et en même temps, clair, et diversifié, donc une conversation très stimulante et je pense que tu as permis, de mettre toute la lumière sur les nouvelles opportunités que peuvent revêtir, ce monde cookieless et qu'on a souvent décrit comme le monde d'après, mais qui en réalité, et plus que jamais le monde d'aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup David pour cette belle opportunité. À bientôt. À bientôt.